Comment fonctionne Hacienda en Espagne? Pourquoi ce nom? Je comprends qu'en tant qu'organisme régulateur de la fiscalité ou organisme de collecte pour l'État, on pourrait l'appeler ainsi. Elle présente des particularités extrêmement singulières en Espagne par rapport à d'autres pays. Eh bien, ici, il faut dire tout d'abord que l'Espagne est une référence en matière de collecte et l'agence fiscale donne pratiquement des cours magistraux à d'autres agences fiscales pour leur montrer comment collecter davantage. Et ici, en plus, il faut ajouter que nous voyons de plus en plus de pratiques mafieuses de la part de l'agence fiscale pour collecter davantage, percevoir plus d'intérêts ou appliquer des sanctions plus élevées. Et en fait, il y a peu de temps, un cabinet d'avocats du Royaume-Uni a déposé une plainte pour ce type de pratique. C'est-à-dire, l'attention a déjà été attirée sur ce sujet. L'Europe a attiré l'attention de l'agence fiscale en raison de l'agressivité dont elle fait preuve à l'encontre du contribuable. À quoi fais-tu référence? Je veux que tu me précises le sujet de l'agressivité. C'est-à-dire, je veux qu'on approfondisse un peu sur la façon dont ils opèrent. Ce que le public doit comprendre, c'est que les inspecteurs touchent une prime de productivité liée à la collecte. Plus ils collectent, plus ils gagnent. En fait, ce n'est pas personnel, cela va dans un fonds ensuite réparti. Mais au final, la rémunération d'un fonctionnaire de l'agence fiscale est liée à ce qu'il collecte. Bien sûr, il y a un intérêt, parce qu'en réalité, ce bonus ne dépend pas ensuite de ce que prouve ce fonctionnaire. Qu'en réalité, l'entrepreneur a mal agi et n'a pas payé une série d'impôts. De même, même si le procès-verbal est injustifié et que l'affaire se règle devant les tribunaux dans 5 ans. À l'inverse de l'agence fiscale, ce fonctionnaire va toucher une prime. C'est-à-dire, même s'ils n'ont même pas raison, l'argent qu'ils réclament injustement à l'entrepreneur va être partagé entre les inspecteurs. C'est bien ce que tu es en train de me dire? Ou bien est-ce que Ce sont pratiquement Al Capone, Alibaba et les 40 voleurs de pur et dur racketteurs. autant l'agence fiscale que la sécurité sociale, qui je crois est même pire, Comment ça, la Sécu est pire? la sécurité sociale, c'est plus agressive que l'agence fiscale. Il est difficile de leur parler directement. Ils te mettent un procès-verbal. Ils peuvent t'imposer une inscription d'office que tu ne peux plus contester. Et maintenant, va au tribunal et dans 3, 4 ou 5 ans, on en reparle. Ici, il faut prendre en compte que pour l'État, faire appel ne leur coûte rien. C'est-à-dire qu'ils iront jusqu'au bout et bien souvent, ils ne liront même pas les arguments que tu présenteras. C'est-à-dire, en d'autres termes, payons-nous des impôts abusifs? Souvent, des procédures injustes visent les entrepreneurs et les personnes productives. En plus, on ne te laisse même pas dire « je vais lire ce que vous dites, peut-être que je me suis trompé ». Parce qu'ils tirent directement profit de cette extorsion, on pourrait l'appeler ainsi. C'est vraiment une extorsion. Et en plus, ils te traitent comme si tu étais un criminel. Cela n'arrive pas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, si on te fait un contrôle, il y a la possibilité de discuter, de rencontrer le fonctionnaire et de voir réellement ce qui s'est passé. Souvent, ils disent « tu as mal fait ça », sans te sanctionner. Tu dois juste payer ce que tu dois, c'est tout. Procédure dont on parle. Ici en Espagne, il se peut même que tu n'aies rien fait de mal, mais si l'inspecteur en a envie, il peut dire que tu as fait quelque chose de mal et te mettre une amende. On règle ça au tribunal. Et avant de passer devant les tribunaux, tu dois passer par les tribunaux économiques et administratifs, qui ne sont pas vraiment des tribunaux de droit, ce sont des fonctionnaires de l'agence fiscale. Et il est curieux que 60% des réclamations portées devant ces tribunaux sont jugées en faveur du contribuable. Même eux donnent raison au contribuable dans 60% des cas, après l'avoir extorqué. Mais bien sûr, maintenant, tu dépenses ton argent pour déposer une réclamation économique administrative. Il se peut que tu gagnes, il ne se passe rien, et voilà comment ça se termine. Si on ne te donne pas raison, tu devras aller en justice et trouver un avocat et un huissier. Après des années de litige, les gens veulent juste être tranquilles et ne plus s'inquiéter des questions fiscales. Et pourquoi la loi est-elle si ambiguë? Vous aviez aussi mentionné que les gens vous consultaient pour une insécurité juridique, un problème de juridiction. Pouvez-vous expliquer? Est-ce possible? Pourquoi la loi n'est-elle pas plus claire? Eh bien, parce que comme ça, ils peuvent se permettre de facturer plus, ils peuvent se permettre de prendre plus de loyers qui restent en dehors. Enfin, plutôt,
parce que comme ça, ils peuvent faire en sorte qu'il y ait moins de loyers qui échappent à l'impôt, qui ne soient pas imposés. Au final, tout ça, c'est une question de paiement. Un inspecteur l'a dit, non? Le fisc? S'ils précisent davantage la loi, ils se limitent. C'est-à-dire qu'ils excluent des situations qu'ils voudraient peut-être aussi attraper. Alors, quelle est la meilleure solution? Eh bien, on laisse ici une zone grise, indéterminée, qui donne lieu à discussion, et on verra bien si ça nous intéresse ou non d'en discuter, selon les situations fiscales. Très souvent, à cause de cela, changer de résidence et partir dans un autre pays devient un véritable périple. C'est une véritable aventure avec des risques, car le contribuable ne sait pas, ou parfois il est difficile de savoir s'il est réellement en train de générer des obligations envers le fisc, et très souvent, même en le faisant correctement. Nous avons constaté qu'il y a une véritable persécution contre ces personnes qui partent. Je trouve ça absolument hallucinant. Le pire, c'est que si tu te dis, ah, d'accord, je paye ces impôts, ce n'est plus ce que tu verses, mais la manière dont on te traite. Moi, par exemple, je vais vous raconter un cas personnel. Je suis allé demander un prêt à la banque. Ils m'ont demandé si j'avais des dettes envers le fisc ou mon gestionnaire. Je leur ai répondu que je suis en règle avec le fisc, je ne dois rien. Mais qu'est-ce qui se passe? En général, s'ils veulent te prélever quelque chose sur le compte de l'entreprise, ils doivent te notifier s'il y avait un solde insuffisant ou pour quelque raison que ce soit. Moi, je n'ai pas été notifié. Et d'après ce que j'ai compris, si j'attendais 1 an sans payer ce trimestre, ils allaient me sanctionner. C'est-à-dire, je me suis rendu compte moi-même de ce que je faisais. Autrement dit, je n'avais pas payé une somme que je pensais déjà avoir payée. C'est uniquement parce que j'ai demandé un prêt et une vérification. Sans cette demande, il n'y aurait pas eu de vérification. Je ne savais pas que je n'avais pas payé certains impôts, car personne ne m'a prévenu, ni moi, ni mon comptable. Souvent, ils savent qu'il y a un manquement, mais ne te le notifient pas, attendant que tu sois près de la 4e année. Tu sais que la prescription au niveau administratif, c'est de 4 ans, alors ce qu'ils font, c'est attendre. On attend 3 ans, c'est presque prescrit, et tu reçois la lettre. Pourquoi? Ainsi, ils perçoivent tous les intérêts depuis le manquement. Ils auraient pu te prévenir dès qu'ils l'avaient dans le système, non? Quand ça apparaît. Je trouve ça absolument hallucinant. Et le pire, c'est que vous avez dit qu'ils dépensent cet argent en prostituées, en cocaïne et qu'ils se partagent des enveloppes. Je te dis que Santos Cerdán recevait des enveloppes sans que personne ne lui demande de déclarer les millions ou centaines de milliers touchés pour attribuer arbitrairement des marchés publics. Et comme tu dis, le traitement n'est pas le même. Selon qui tu as un traitement différent. Il suffit de regarder le frère de Pedro Sanchez. Ce genre de changement de résidence serait inviable. Et pour n'importe quelle autre personne,